Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu ne penses pas qu'il y a un nouveau variant qui traîne dans l'espace? Je suis très mal placé pour le dire, hein, parce que pour qu'il y ait un nouveau variant, il faudrait qu'on le, il faudrait, non, il faudrait. Ce sont les virologues, donc des biologistes qui analysent les différents échantillons de bactéries ou d'échantillons de virus qu'ils ont, et en fonction du code génétique de ces différents virus, ils déterminent s'il y a un nouveau variant ou pas. Jean-Paul, il y a un nouveau variant, tu ne veux juste pas qu'on nous confine encore? Non, c'est pas moi qui dis qu'il y a un variant ou pas. Ce sont les scientifiques qui sont habilités à le dire. Moi, je n'ai pas. Tu es chaud pour un nouveau confinement au cas où il y a un nouveau variant? Non, absolument pas, parce que même si le variant Omicron, non, maintenant aujourd'hui il y a 2 ans, on ne connaissait absolument rien de ce virus. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. On connaît son code génétique, on connaît les méthodes de propagation, on a déjà des outils de prise en charge préhospitalière et hospitalière pour les personnes qui ont les formes les plus graves. On connaît les populations à risque. On a des traitements. Y compris des traitements maintenant curatifs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être mis dans un hôpital pour être soigné de la Covid. Il y a déjà des traitements curatifs qui ont été proposés par des firmes pharmaceutiques et qui ont même déjà eu, si tu veux, l'autorisation de mise sur le marché dans certains pays. Donc, aujourd'hui, pour moi, même si par exemple en France, ça, tu fais bien de le dire, et au Royaume-Uni par exemple, on assiste à un rebond de contamination, mais il faut savoir que les variants actuels, notamment le variant Omicron, même s'il est très contagieux, il est pour le moment moins dangereux, il est moins létal. Donc ça, évidemment, ça n'incite pas à revenir à la situation d'il y a 2 ans, avec toutes les conséquences sociales et économiques que ça pourrait entraîner. Donc, effectivement, mais par contre, je suis pour le maintien d'une vigilance sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas baisser les bras. Les autorités doivent toujours continuer à scruter, si tu veux, l'évolution de ce virus et à sensibiliser notamment les populations à risque sur l'importance de maintenir la pratique des gestes barrières. Tout ça, c'est pour me dire que tu ne veux plus qu'on ait le confinement. Mais ce serait dire. Ce que tu es en train de me dire là. Oui. Non, c'est-à-dire ça lundi matin comme ça ne se justifierait pas. Tu es en train de m'expliquer. Je te dis qu'on aura le virus, on va nous confiner. Non, s'il y a le virus, il n'y a pas de problème. Le virus n'a pas disparu. On n'a jamais dit que le virus a disparu. Mais on dit que le virus n'est plus, de par ça, je ne dirais pas la virulence. C'est-à-dire que la vitesse de propagation, la vitesse de circulation du virus ne fait pas qu'aujourd'hui, on puisse revenir encore à la situation d'il y a 2 ans avec un confinement, qu'il soit partiel ou total. Parce qu'évidemment, les techniques de prise en charge, les connaissances du virus, tout ça a évolué. Et en plus, les variants actuels sont moins létaux que les tout premiers variants que l'on a connus il y a 2 ans. D'accord. On parle de l'actualité internationale, on va où? On va au Mali. Enfin, pour Mali, on va à Accra. On va parler du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu vendredi dernier et qui avait vu, pour la première fois, la CEDEAO avait demandé, pour la première fois, avait invité, si tu veux, la junte malienne à participer à ce sommet de la CEDEAO. Il ne faut pas oublier qu'en août 2020, dès le lendemain du putsch organisé par les militaires maliens, le pays avait immédiatement été suspendu de toutes les instances de la CEDEAO et donc ne pouvait de facto ne plus participer aux différents sommets organisés par la CEDEAO. Et donc, on a été surpris déjà à partir de mercredi de la semaine dernière, où une invitation officielle en bonne et due forme avait été envoyée au ministère malien des Affaires étrangères par le secrétariat exécutif de la CEDEAO, demandant au chef de la junte militaire, donc le colonel Assimi Goïta, de pouvoir participer en présentiel à ce sommet-là qui se tenait à Accra, donc vendredi dernier. Et donc, dans un premier temps, la première question que les gens se posaient, c'est est-ce que le colonel Assimi Goïta allait participer à cette rencontre?
tant on sait que les rapports sont extrêmement difficiles entre le Mali et la CEDEAO, notamment en ce qui concerne la durée de la transition. J'en avais parlé ici. Les autorités maliennes avaient organisé des assises nationales. Ces assises nationales avaient déterminé la charte de la transition, et cette charte de la transition avait demandé que la durée de la transition soit comprise entre 2 ans et demi et 4 ans. On va plutôt s'acheminer vers les 4 ans. Pourquoi ? Parce que pour les autorités de transition, ce n'est pas la résolution des problèmes politiques qui sont d'abord primordiaux, c'est la résolution des problèmes sécuritaires, et notamment la menace djihadiste qui plane sur le pays, notamment au nord et au centre du pays. Et donc, les autorités, la junte militaire, n'ont jamais masqué leur volonté d'abord de ramener la sécurité au Mali et ensuite de s'occuper éventuellement des problèmes politiques, c'est-à-dire la remise en place des institutions, avec en l'occurrence l'organisation des élections présidentielles qui permettrait de transférer le pouvoir à une autorité civile légitime. Et ça, la CEDEAO ne l'a jamais accepté. La CEDEAO a toujours été dans un calendrier allant de 12 à 16 mois, c'est-à-dire entre un an et 1 an et demi. Et pour eux, l'important, ce n'est pas tant d'organiser, ce n'est pas tant le problème sécuritaire, mais c'est d'abord des problèmes politiques, parce que pour eux, il est hors de question qu'il y ait des autorités illégitimes qui soient à la tête du Mali, et en l'occurrence même des militaires dont ce n'est pas la vocation première. Et donc, c'est cette dissension, enfin, cette divergence de point de vue qui fait qu'aujourd'hui, les relations sont extrêmement tendues. Le Mali est sous embargo économique, ne circulent que les produits et les biens de première nécessité, les aliments, les médicaments par exemple, mais pour le reste, évidemment, le pays est fermé. Est-ce que ça affaiblit le pouvoir ? Est-ce que ça affaiblit la junte ? Non. Mais qui fait l'embargo ? Qui décide de l'embargo d'un pays ? Ce sont les pays membres de la CEDEAO, donc les voisins du Mali. Il faut savoir que le Mali est un pays enclavé, et donc ce sont les voisins qui décident. Donc qui décide l'embargo, c'est genre on ne travaille plus avec vous. Voilà, on ne travaille plus avec vous, aucune marchandise ne circule, ni marchandise ni personne. Donc les biens et les personnes ne circulent plus. Mais est-ce donc que les Maliens ne partent plus au Niger Voilà, les Maliens ne partent plus dans les pays membres de la CEDEAO. Maintenant, est-ce que dans les faits... mais comment ça fait que Air France atterrit encore au Mali, à Bamako ? Mais Air France n'est pas dans la CEDEAO. C'est l'une des incongruités. C'est la raison pour laquelle il y avait une compagnie nationale d'un pays de la CEDEAO, notamment la compagnie Askai, qui avait été ramenée à l'ordre par le secrétariat exécutif de la CEDEAO pour l'enjoindre de respecter justement cet embargo que la France ne respecte pas. Donc, les échanges entre le Mali et la France continuent d'exister, alors que le Mali n'échange pas officiellement avec ces pays limitrophes. Parce que je dis que, en général, les décisions d'embargo sont des décisions politiques, mais lorsque l'on regarde, si tu veux, la configuration démographique et sociale aux frontières de nos États, eh ben, ce sont en général des mêmes familles, des mêmes ethnies, donc ce sont ce sont le groupe de personnes qui ont des relations familiales entre elles, et en général, même si on décrète l'embargo, s'il n'est pas évidemment dit que cet embargo est forcément respecté à la lettre sur le terrain. Donc, est-ce que le Mali aussi, sur la scène internationale, est isolé ? Non, le Mali n'est pas isolé. Le Mali a un allié de poids, c'est-à-dire la Russie. La Russie qui soutient notamment le Mali dans la lutte contre le djihadisme, avec plus ou moins un certain nombre de succès. C'est ce qui a entraîné évidemment l'ire de la France et le fait que les autorités françaises aient décidé donc de quitter le Mali. Donc, c'est fort de ces succès-là, c'est-à-dire que, la junte au pouvoir tient bon en dépit des embargos, en dépit des menaces, en dépit des injonctions de la CEDEAO, et ils restent droits dans leurs bottes. Et pire, et pas pire, et mieux encore, on a l'impression que le Mali fait des émules, notamment en Guinée et au Burkina Faso. Les deux pays ont refusé de s'aligner sur, si tu veux, la durée des agendas qui avaient été proposés par la CEDEAO, c'est-à-dire toujours une durée de la transition qui oscille entre 1 an et 1 an et demi. Le Burkina Faso a décidé aussi, lorsque le gouvernement de transition a été mis, que la transition devait également durer non pas 4, mais voire 5 ans. C'est exact. En Guinée, c'est encore
c'est encore mieux puisque la transition n'a même pas déterminé de durée. C'est-à-dire que les Guinéens estiment, notamment le colonel Mamadi Doumbouya estime que tant que sa présence, tant que les raisons, si tu veux, qui ont entraîné son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire la crise économique, c'est-à-dire surtout la corruption et cette rupture de confiance entre les citoyens guinéens et leurs élus, et puis ramener un peu d'ordre et de discipline dans la gestion, si tu veux, des deniers publics. Donc tout ça, tant que ces objectifs-là ne seront pas atteints, il estimera qu'il ne sera pas nécessaire de transmettre le pouvoir à un civil. Et donc là, la CEDEAO est un peu prise dans son propre piège parce que elle a donc décidé de maintenir les sanctions pour le Mali, mais là, je pense que les sanctions étaient maintenues parce que le colonel Assimi Goïta, qui avait été invité à ce sommet, n'a pas fait de déplacement. Son fauteuil est resté désespérément vide. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que les autorités de la CEDEAO ont estimé que comme le chef de l'État malien ne s'est pas déplacé, donc il n'avait pas de raison de changer de position vis-à-vis du Mali. Et c'est la raison pour laquelle ils ont maintenu ces sanctions économiques-là. Mais en ce qui concerne la Guinée et le Burkina Faso, ils ont, si tu veux, donné un ultimatum pour que les autorités burkinabées et guinéennes s'arriment justement aux propositions de la CEDEAO. Ce à quoi je ne pense pas sincèrement qu'ils vont faire, parce qu'ils voient ce qui se passe au Mali. Le Mali, malgré l'embargo économique, malgré l'embargo aux frontières terrestres et aériennes, le Mali fonctionne. L'État malien fonctionne. Les fonctionnaires sont payés. L'administration publique fonctionne. Et en plus, l'armée travaille avec. Maintenant, est-ce qu'ils ont des résultats sur le terrain? Ça, c'est difficile à dire, puisque la plupart des relais sur lesquels on s'appuie ne sont plus là. Mais au regard de l'actualité, puisqu'on n'en entend plus qu'il y a des massacres, notamment au centre ou à la frontière ou dans la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger, on se dit que peut-être que l'arrivée des soldats russes a amené quelque chose de mieux dans la zone. Et donc c'est ça qui fait évidemment que il est clair que pour les Burkinabés et pour les Guinéens, ils n'auront pas de raison de forcément s'arrimer aux injonctions de la CEDEAO, puisqu'ils voient qu'à côté, ce pays-là n'est pas du tout isolé. Au contraire, sur la scène internationale, il continue de travailler. Il a même des partenaires qui l'aident justement à faire face aux difficultés, à leurs difficultés quotidiennes. Et pire encore, c'est que en général, il ne faut pas se le cacher, l'un des grands artisans de la position dure de la CEDEAO, c'est la France. Emmanuel Macron, qui évidemment pousse derrière la CEDEAO à être particulièrement intransigeant sur les questions liées justement à l'arrivée au pouvoir par les putsch, et d'autant plus que les militaires qui sont à la tête, que ce soit du Mali, du Guinée, de la Guinée ou du Burkina Faso, ne sont pas des hommes, on pourra dire, du sérail franco-africain. Et donc, de ce point de vue, la France n'a peut-être pas les bons arguments ou ne sait pas comment discuter avec ces nouvelles autorités-là. Et donc, elles estiment qu'on va plutôt s'appuyer sur le droit pour essayer de délégitimer ces pouvoirs-là et avoir une position particulièrement dure. Sauf que la France n'est pas la seule dans le monde et la France n'est pas le centre, si tu veux, des relations internationales. Il y a d'autres partenaires, en l'occurrence la Russie et la Chine. Et ces deux pays commencent sérieusement à tirer leur épingle du jeu. La Chine, en jouant en tenant une posture de neutralité, donc elle ne froisse personne, et la Russie qui continue à pousser petit à petit ses pions sur le continent et à s'imposer. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui inquiète les autorités françaises et notamment et plus largement les pays occidentaux. Donc, le Mali reste droit dans ses bottes. La Guinée et le Burkina Faso, je crois aussi, vont continuer à emboîter le pas du Mali. Et ça risque de fragiliser à court terme la CEDEAO. Ça risque de la fragiliser. Pourquoi? Parce que ça va créer une situation de désordre à l'intérieur, une espèce de cacophonie où tous les pays ne vont plus se sentir obligés de respecter la charte de la CEDEAO, notamment dans ces différents articles qui stipulent qu'un pays qui commet un coup d'État doit être sanctionné. Et d'autant plus que même pour le Mali, ça j'en avais parlé ici, exceptionnellement même, on estime que certaines dispositions, notamment l'article 5 de la charte, ont été violées. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place un embargo économique. Or, l'embargo économique
économiques ne fait pas partie des sanctions que l'on applique aux pays qui renversent de manière illégitime leur pouvoir. Les seules sanctions, ce sont des sanctions politiques, c'est-à-dire que la CEDEAO ne participe plus, le pays en question ne participe plus aux différents sommets de la CEDEAO, et lorsque un représentant de ce pays-là veut postuler à une fonction internationale, aucun pays de la CEDEAO ne peut lui accorder son soutien. C'est seulement là que se limitent les sanctions. Or là, pour le Mali en l'occurrence, on est allé plus loin, on est allé jusqu'à des sanctions économiques, donc fermeture des frontières et interdiction de commercer et d'échanger avec le Mali. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Il est 8h, on fait un tour en publicité. Urban FM 104.5.